doivent, la COP c'est ça, ils doivent régler entre eux, sauf qu'en ce moment, si on a encore une fois bien compris, des points de discorde se rajoutent et du coup ça produit l'effet inverse de ce qui devrait se passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut faire pour régler ça? Oui, mais ça c'est la meilleure question. Donc, effectivement, c'est tout l'intérêt d'un cadre onusien comme ça, c'est qu'on met dans la même pièce 196 pays. Donc on se parle, alors bien sûr on n'est pas d'accord sur les mêmes choses, et donc il y a beaucoup de points sur lesquels il n'y a pas d'accord pour l'instant. On a eu les 3 semaines de négociations à Genève, les 2 semaines à Nairobi, 3 jours en amont de la COP, et on a donc un projet de cadre qui contenait plus de 1000 crochets. Donc quand c'est entre crochets, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Là, on a diminué de moitié quand même, il reste plus de 500 crochets, c'est beaucoup encore, mais on a quand même diminué de moitié par rapport à Genève, donc on avance. Bon, d'une manière générale, il y a encore beaucoup de points de discorde, mais en fait c'est à ça que servent les négociations actuellement. Et donc tous les jours, de 10h du matin, donc le matin on a nos coordinations françaises et européennes, comme je vous disais, on commence dès 7h du matin. À 10h, les groupes de négociation commencent sur chaque sujet. Donc vous savez peut-être, le cadre est divisé en 22 cibles. Donc pour résumer, pour faire simple, en gros, il y a des groupes de travail par cible. Et les cibles, bah, c'est un texte en fait. Et du coup, on négocie le texte à la virgule près, au mot près, pour savoir ce qu'on veut mettre dedans. On va y revenir après. Mais du coup, voilà, il y a des débats quotidiens de 10h du matin à minuit, 2h, 3h du matin. Il n'y a pas vraiment d'heure de fin, tous les jours. Donc on essaie d'avancer, qu'on enlève petit à petit les crochets. Et quand on est dans cette salle avec les 196 pays, c'est difficile d'arriver à un accord. Mais du coup, en parallèle des négociations, on organise beaucoup de rencontres bilatérales. On essaye de négocier aussi en dehors des salles de négociation. On rencontre les pays avec lesquels ça coince, on explique nos positions, ils nous expliquent la leur, on essaie de trouver des compromis. Voilà. Donc c'est tout l'art de la diplomatie et des négociations internationales. Et c'est pas facile, mais ça va être l'idée, ça va être d'obtenir un compromis de toute façon en fin de semaine. Mais vous pensez qu'on va réussir vous allez réussir à éliminer un maximum de corps? Je pense qu'il y a un vrai intérêt à ce qu'on ait un accord. Tout le monde veut un accord. Donc, il y aura quelque chose, je pense, le 19. Après, ce qu'il va y avoir dedans, là, on ne peut pas se prononcer encore à ce stade, c'est encore trop tôt. Et en fait, même s'il reste beaucoup d'éléments à négocier, il ne faut pas oublier qu'en 2e semaine, et c'est l'intérêt d'une COP, il y a un segment ministériel qui commence. Donc les ministres des pays arrivent. Et alors qu'entre experts techniques, on ne peut pas dépasser nos lignes rouges de négociation, enfin voilà, on a des limites en fait de position qui ne sont pas dépassées. Les ministres, eux, peuvent se permettre de négocier à leur niveau et de dépasser certaines lignes rouges, de trouver des compromis plus décisifs. Et normalement, quand on arrive à ce niveau politique, ça permet aussi de débloquer les derniers points de blocage. Et ça va nous permettre aussi d'arriver à un accord. Parce que dans les 3 derniers jours, c'est les ministres qui négocient. C'est plus les négociateurs techniques. Donc ça peut aider à débloquer aussi. Voilà. Et parmi les points, dans les grandes lignes, qui sont difficiles à négocier, alors il y a déjà l'ambition du cadre. Beaucoup d'États veulent un cadre qui soit ambitieux, avec des objectifs chiffrés par exemple. Donc réduire de moitié l'usage des pesticides, protéger 30% des terres et des mers d'ici 2030. C'est l'objectif 30-30 qu'on porte aussi beaucoup avec la France. C'est d'ailleurs résumé un peu ici. Voilà, donc il y a des objectifs chiffrés par exemple, certains États ne veulent pas de chiffres. Donc ça reste beaucoup plus vague. Donc voilà, d'ici 2030 on protège un peu mais sans se donner d'objectifs chiffrés. Donc ça par exemple c'est ce qu'on appelle un peu le niveau d'ambition du cadre. Ça déjà c'est un point de blocage, il y a des chiffres ou pas. Voilà, c'est sur ce genre de choses qu'on négocie. Et par rapport aux 30%, vous ne pensez pas que c'est quand même sacrément minoritaire par rapport à tout ce qu'il y a sur la planète? Alors c'est déjà énorme parce qu'actuellement c'est à peu près 10% qui est protégé. Donc si 2030, en plus il ne reste que 8 ans pour avancer, on arrive à vraiment protéger 30%, ce serait une avancée gigantesque. Ça ne veut pas dire qu'on néglige les 70% qui restent, attention, mais ça veut dire que c'est déjà une énorme avancée au niveau global par rapport aux chiffres actuels. Donc c'est déjà un objectif très ambitieux et qui permettrait aussi de, enfin, si on protège ces 30%, ça aide à améliorer la protection des 70 restants par rapport aux océans aussi, ça permet de reconstruire les stocks de poissons, enfin, et après ça essaime en fait sur les 70% restants aussi. Et ça développe des bonnes pratiques qui peuvent après se généraliser, enfin, après c'est un effet boule de neige en fait dans le bon sens. Mais par rapport aux chiffres actuels, il ne faut pas se donner non plus des objectifs qui seraient inatteignables.
parce que du coup, voilà, on se retrouve dans 10 ans et là, on n'aura pas encore réussi à atteindre aucun objectif et c'est pas possible. Et c'est des objectifs qui sont globaux. Donc, en France, on a déjà atteint nos 30%. Il faut oublier que c'est des objectifs globaux et qu'il faut que ça fonctionne dans tous les États du monde, dans tous les pays signataires. Mais comme la France a déjà atteint les 30%, vous pensez que vous allez encore augmenter ou vous allez vous arrêter? Non, le but c'est d'augmenter encore. Le but c'est d'augmenter, effectivement. C'est un objectif chiffré clé, mais ça ne veut pas dire qu'on peut toujours faire mieux. C'est une sorte de base. Voilà, exactement. Il faut toujours essayer de faire mieux, dans la mesure du possible. Justement, une fois qu'on a trouvé ce compromis durant les rencontres qu'on a fait, par exemple, les objectifs d'Aichi en 2011, à l'échelle mondiale, aucun n'ont été atteints. Comment expliquez-vous justement cet empêchement au niveau national? Comment pouvez-vous expliquer justement cette impossibilité d'atteindre des objectifs? Ils étaient un peu mal encadrés, c'est-à-dire que les objectifs étaient très intéressants, mais derrière il n'y avait pas justement ce qui manquait au premier cadre décennal et aux objectifs d'Aichi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il manquait un cadre de suivi et des moyens de mise en œuvre. Donc n'avaient pas été abordés les moyens de financer ces objectifs et de les mettre en œuvre, et tout le système de reporting, pardon, de rapportage pour rapporter les progrès, mettre en place les plans nationaux, etc. Et ça, c'est ce qu'on essaye de mettre en place justement dans ce cadre cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste les 22 cibles, mais qu'on ait aussi tout un cadre de mise en œuvre et de rapportage cohérent qui aille avec et qui aide les États à mettre en place leur plan national, leur stratégie nationale biodiversité, et qui permettrait d'avancer et de mettre en œuvre. Il y avait aussi un manque d'intérêt politique sur la question. Et là, on voit que l'intérêt politique monte et que c'est dans tous les discours, c'est dans la presse, c'est dans les médias. Pour la première fois, une biodiversité prend la une aussi. Et donc, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience, comme on disait tout à l'heure, qui pourra aider aussi à la mise en œuvre. Donc, des moyens financiers augmentés, une volonté politique augmentée et un cadre de rapportage et de mise en œuvre plus encadré, qui permettra normalement de mieux respecter les 22 sites et de les mettre en œuvre d'ici 2030. Et peut-être une question un peu concluante, ce serait pour vous, quels sont les objectifs de la France précisément pour cette COP? Des exemples concrets de plans ou de textes de loi ou de... Alors ça, je ne peux pas dévoiler nos... Vu qu'on est en négociation, je ne peux pas dire nos lignes rouges et nos objectifs et nos buts de guerre, on appelle ça parfois. Parce que du coup, on est en pleine négociation et si on dévoile ça, derrière les gens vont essayer de nous faire d'autres choses pour qu'on garde nos limites. Mais voilà, on porte des choses qui sont connues, notamment le 30-30, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui est public, entre guillemets, notamment via la HAC, c'est la coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples, qui est co-présidée par la France. Donc ça, c'est un de nos objectifs, clairement. Voilà, il y en a d'autres, mais c'est vrai que ça, c'est un aspect intéressant, mais c'est une façon de comprendre aussi comment ça fonctionne. C'est qu'on ne peut pas dévoiler toutes nos cartes parce qu'on est dans un processus de négociation. Et en plus, je suis filmé. Donc, voilà. Pour revenir aux négociations, est-ce qu'il y a un pays ou des régions en particulier avec qui la France elle a particulièrement beaucoup de désaccords et avec qui c'est compliqué de trouver des points en commun? Alors là, pareil, je ne peux pas trop citer nommément de pays. Mais entre nous, oui, il y a certains pays avec lesquels c'est difficile, et là, c'est pas un secret non plus, avec le Brésil notamment, pour tout ce qui est question de déforestation, c'est difficile. Bon, en ce moment, avec la Russie, c'est difficile sur tous les sujets, voilà, quel que soit le thème géopolitique, des blocages. Voilà, bon, je citerai ces deux-là, mais oui, il y a toujours des difficultés politiques et finalement des enjeux qui dépassent la problématique de la biodiversité, qui rentre en jeu aussi dans les négociations. Donc, voilà, tous les États sont là et puis on discute de biodiversité, mais après derrière il y a d'autres problématiques en cours qui peuvent court-circuiter aussi les discussions. Donc là voilà, j'ai pris deux exemples, mais il y en a d'autres et c'est vrai qu'il faut garder en tête que pour les ministres qui seront là aussi, ça prend une vraie dimension politique. Il n'y a pas que la biodiversité qui se négocie finalement dans les couloirs. Donc c'est vrai que c'est des enjeux qui sont complexes et des négociations qui sont complexes. Avec le changement de présidence du Brésil, est-ce que j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui il allait y avoir une entrée des nouveaux négociateurs sous la nouvelle présidence? Est-ce que vous... Alors ça, c'est pas confirmé. C'est pas quoi? C'est pas confirmé. Ah, c'est pas confirmé, d'accord. Ouais, les négociateurs restent les mêmes. Ah bon, d'accord. Parce que c'est des cadres techniques du ministère. Après, c'est sur la présence ministérielle qu'il y a un flou.
Et on saura la semaine prochaine, voilà. Est-ce que l'actuel ministre de l'Environnement de Bolsonaro va venir ou pas. Mais puisque les nouveaux ministres ne sont pas encore intronisés, puisque ce sera en début d'année, au nouveau gouvernement. Voilà, donc ça, sur la présence ministérielle brésilienne, il y a une vraie question, on ne sait pas. Parce qu'on est entre deux, c'est-à-dire qu'il y a, là c'est encore le gouvernement Bolsonaro qui est au pouvoir, et Lula va arriver en janvier ou février, je crois que son gouvernement sera intronisé. Oui, c'est vrai. Il y a un peu de temps de latence, bien sûr. Donc du coup, voilà, ça change pas finalement grand-chose par rapport au ton des négociations. Il n'y a pas eu de retournement radical du Brésil là-dessus. Et j'aurais une dernière question pour vous par rapport à la jeunesse. Donc, il est vrai que la jeunesse perd en fait de plus en plus confiance envers les gouvernements pour prendre des bonnes décisions. Et je voulais savoir votre avis ou qu'est-ce que vous voudriez vous dire à cette jeunesse qui perd confiance par rapport à la COP15 de cette année. Bah, ça c'est une vaste question. Et je me sens pas de... Enfin, là, je vais peut-être faire une réponse personnelle. Hein. Ce que je dis n'engage que moi aussi, j'aurais dû le préciser. Mais c'est ça qu'on veut en fait. Je vous ai dit des réponses un peu génériques, peut-être sur les systèmes de fonctionnement des négociations, sur les points de négo et tout. Bon, là, après, ça va être mon point de vue personnel. Je pense qu'il faut pas du tout perdre espoir. Au contraire, on est pile au moment où tout peut basculer, justement. Et où on peut encore tout changer. Et la nature est très résiliente. Et je pense que l'année de Covid a montré, il y avait des vidéos qui circulaient un peu partout. Pendant un an, on n'a plus rien fait. Et il y avait à nouveau, je sais pas, des dauphins un peu partout. Il y a plein de vidéos d'animaux dans les rues. Je pense que la nature est très résiliente et peut se régénérer rapidement si on agit vite. Il ne faut pas perdre espoir, au contraire. Et il faut agir, en fait. Et c'est ce que vous êtes là déjà jeune et engagé. Et c'est ça qu'il faut. Il faut changer les choses de l'intérieur. Donc devenez ingénieur en environnement, devenez diplomate, devenez scientifique, faites des thèses en écologie, en biologie, en tout ce que vous voulez, mais engagez-vous, travaillez dans ces domaines. Et c'est en changeant les choses de l'intérieur que ça va changer, que cette génération-là arrivera à faire bouger les lignes, plus que les générations précédentes. Et il faut au contraire s'engager et travailler dans cette voie-là. Et c'est que comme ça que les choses pourront bouger. Mais on voit déjà un changement. On voit ce changement encore une fois. Moi, je suis ingénieur en environnement personnellement. J'ai toujours travaillé dans ce domaine, mais il y a quelques années, c'était pas du tout la priorité. Et là, maintenant, tout le monde s'y met. J'ai plein d'amis qui sont ingénieurs informaticiens, ou voilà, qui n'avaient pas aucune notion de ce genre de problématiques et qui s'engagent maintenant aussi dans la sobriété numérique. Enfin, dans tous les domaines sont impactés, mais les gens commencent à avoir cette prise de conscience. Et je pense que dans n'importe quel domaine où on peut travailler, il faut juste se dire qu'il faut prendre en compte cette composante environnementale et la mettre en œuvre. Et c'est en faisant ça qu'on arrivera à faire bouger les choses. Il faut pas perdre espoir, il faut agir. Et vous êtes pile la bonne génération pour le faire. Encore plus que la nôtre. Mais non, il faut continuer et agir de l'intérieur. Donc engagez-vous et surtout travaillez dans ces domaines-là pour faire changer les choses. C'est mon point de vue personnel. Hein, mais Non, mais c'est exactement ça qu'on voulait en fait. Donc merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Merci. non, pas de souci. Toutes vos belles réponses.